me five. Dans ce podcast, nous allons vous présenter une liste de 5 items chacun, ayant un leitmotiv commun et présent à la fois dans les médias cinématographiques et vidéoludiques. Puis, nous listerons ces éléments afin d'établir un classement non exhaustif, subjectif, mais honnête. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Give Me Five. Give me five. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Mathieu Et Franck, et bienvenue pour le 6e épisode déjà de Give Me Five. Donc un épisode consacré aux armes magiques. tout à fait. Voilà. Bon, avant de débuter, Franck, comment ça va ? Bah écoute, ça va, là, en ce dernier épisode de l'année. Parce que du coup, là, C'est vrai. si tout va bien, on a dû vous donner ce podcast le 30 décembre, donc c'est le dernier épisode de l'année pour nous. Et bah écoute, je suis plutôt content. On a déjà 6 épisodes pour cette année. Une année qui a été un peu étrange pour tout le monde. Bon, nous, ça nous a permis de lancer un podcast, donc c'est plutôt sympa. Oui. Voilà, on va pas se plaindre non. Enfin si, on pourrait se plaindre, mais là ça va en fait. Ouais. Ok, bah avant d'attaquer le vif du sujet, est-ce que tu as quelque chose à préciser sur le sujet ou sur les recherches, enfin quelque chose en particulier, ou on peut directement... Non, je veux rien de... Enfin, par rapport à mes recherches, non, sur une anecdote rigolote, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais proposé était dans les années 2000. Voilà, par rapport à tous les films qui étaient dans les années 2000. 2000 ou 2010. Voilà, Ouais, je pense qu'il y avait d'autres armes magiques avant. Alors, des films des années 2000, mais qui sont issus peut-être de comics ou de livres qui, eux, ne sont pas des années 2000. D'accord. Qui sont même du XXe siècle. D'accord. Bon, ben, je pense qu'on peut directement passer à la partie 1. Voilà, allons-y. Give me five. Ok, je te laisse commencer hein, si tu veux pour ton premier objet. Du coup, là, on peut parler d'objet. Là, tout à fait, on peut parler d'objets. Alors, je vais commencer par quelque chose qui n'est pas courant, puisque je vais parler d'un objet dans un film que je ne vous recommande pas. D'accord. Parce que l'objet est plutôt cool, mais pas le film. Ok. Et donc parce que le film, donc c'est Green Lantern, hein, qui est ça. Ouais. Et ça y est, t'as compris du coup le problème. Oui. Voilà. Du coup, Green Lantern, alors qui est sorti en 2011, je crois. Il me semble. Je ne connais pas ce film, donc... Voilà, de Joseph Campbell. Joseph Campbell qui pourtant a fait des très bons films puisqu'il a réalisé GoldenEye, donc le premier James Bond avec Pierce Brosnan, et Casino Royale, le premier James Bond avec Daniel Craig. Donc, il est plutôt bon sur les James Bond. Là, c'était pas terrible comme film. Mais donc, on va pas parler du film pendant 3 heures. Le but, c'est de vous parler du coup de l'anneau des Green Lantern. Donc, qui est issu d'un comics, les Green Lantern, donc c'est un comics de 1940. Et là, du coup, l'anneau des Green Lantern, c'est un anneau qui peut se recharger avec une lanterne verte, d'où le nom, Green Lantern. Et grosso modo, cet anneau, alors, dans le film, il est porté par Hal Jordan, et en fait, il peut à peu près tout faire, cet anneau, selon la volonté de son porteur. D'accord. Donc, c'est plutôt puissant. Voilà. C'est plutôt puissant. Donc sur les pouvoirs, donc il peut voler. Il permet à son porteur de voler, de respirer dans l'espace, de comprendre et traduire toutes les langues, et de matérialiser. Voilà, par la force de la volonté, il peut mettre des objets, des armes. Ah oui, d'accord. Ouais. Moi, je m'étais arrêté au fait juste qu'il pouvait faire des armes ou des trucs, des boucliers ou des trucs, mais du coup, il peut quand même faire... Voilà, il peut faire d'autres objets, des armes, voilà, il peut s'en servir, et tout ça, ça va se matérialiser sous une sorte de lumière, lumière verte, là, mais lumière palpable, d'accord ? Quand on va donner un coup, ça va... Voilà, de lumière solide, si tu veux, lumière matérialisée, quoi, et puis ça va pouvoir faire mal ou protéger contre diverses attaques. D'accord, ok. Voilà.
Donc ça, c'est le premier objet. Alors, ce qui me... Je sais pas, dans les films... je sais plus s'ils le disent, parce que je l'ai vu peu de fois, ce film, parce qu'il est vraiment pas très bon. Mais je sais que dans les comics... Alors, je pense pas que ça soit forcément au même moment, mais parce qu'il y a plusieurs versions des Green Lantern. En fait, c'est un corps... le Green Lantern, c'est un corps d'agent qui protège la galaxie. D'accord, oui. Donc il y a plusieurs Green Lantern du coup. Oui, il y a plusieurs Green Lantern, il y a plusieurs corps de Green Lantern en plus, avec des races extraterrestres, donc il n'y a pas que des humains. Mais ils ont un défaut, c'est qu'ils ne peuvent pas créer des trucs jaunes. Et il me semble qu'ils ne peuvent pas créer des choses en bois. En fait, le jaune est un de leurs points faibles et ils ne peuvent pas créer des choses en bois. Donc concrètement, en fait, tu peux battre, je sais pas, tu peux battre un Green Lantern avec un crayon de couleur jaune. D'accord, oui, d'accord. Mais le jaune, c'est pas genre leurs ennemis. Si, c'est ça. Il y a un truc, ça je me rappelle dans les comics ou je sais plus où, je l'ai vu un peu. Le jaune, c'était vraiment leur. Oui, un de leurs ennemis les plus connus, et là évidemment son nom ne me revient pas, comme Sinistro. Il est en jaune en fait. Je me sens que c'est un ancien Green Lantern. Et en bois. Et qui est là du coup en jaune. Voilà. Et donc ils ont quand même pour rejoindre le corps des Green Lantern, d'accord, ils doivent prêter serment pour pouvoir après utiliser l'anneau. Et le serment des Green Lantern, alors la version française, ça serait: en plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard, que tous ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lantern. Ouais, c'est classe. Voilà, oui, c'est classe. Oui, non, franchement, le personnage il est classe, l'anneau il est ultra puissant et vachement classe, mais c'est juste qu'ils ont foiré le film. Ils en ont fait qu'un en plus de film. Oui, mais heureusement. Non, je veux dire, mais ils auraient pu en faire, je veux dire, avant. J'en ai pas vu avant de version de celui-là, mais il devrait revenir, je pense, dans la Justice League avec dans le DC Universe. Là. Il devrait le faire revenir à un moment. Il est puissant comme personnage Green Lantern. Voilà, ça c'était mon premier objet, l'anneau des Green Lantern. D'accord. Ok. Donc, un objet assez puissant. Oui, j'attaque sur des objets puissants. Alors, moi, je vais vous parler de la Rebellion, ou Rébellion, je ne sais pas comment on dit, qui est présente dans la saga Joe Devil May Cry, donc qui est sortie entre 2001 et 2019. Le dernier est sorti en 2019, le 5. Donc la Rebellion, c'est l'épée du chasseur de démons Dante. Donc c'est l'épée qu'il a à partir du... En fait, il a dans tous les épisodes. Elle est plus ou moins mise en avant dans les épisodes, ça dépend... Mais c'est l'épée énorme, là, c'est ça ? Ouais, voilà, en fait, c'est l'épée Elle est immense, cette épée. Voilà, c'est ça. Enfin, non, c'est pas... Enfin, non, c'est une épée normale. Enfin, normale. Elle fait plus ou moins elle est un peu moins grande que la taille de Dante. Toi, tu dois penser, je pense, à l'épée qu'il y a dans Final Fantasy VII, je pense. Ah, peut-être. L'épée d'un blond qui est... Oui, c'est ça, oui. Voilà, non. Et d'accord. Je te spoil, elle ne sera pas dans ce classement. D'accord. Parce que j'ai jamais joué à Final Fantasy VII. Donc voilà. Donc c'est l'épée du chasseur de démons Dante. Donc elle est donnée en fait par son père, le démon Sparda. Parce qu'en fait c'est son père qui l'a créé. En fait il a créé donc la Rébellion. Il a créé le Yamato, qui est l'épée du frère de Dante, Vergil, qui est un katana, et la Force Edge, qui est l'épée du père de Dante, donc de Sparda, qui s'appelle aussi après la Sparda dans sa forme démoniaque. Donc cette épée, c'est la manifestation physique du pouvoir démoniaque de Dante. Ça explique le fait que parfois, en fait, dans certains épisodes, elle n'est pas derrière son dos. Et elle se manifeste en fait dès qu'on appuie sur les touches pour l'utiliser. Donc parfois en fait quand on utilise les pistolets on voit pas l'épée. Et après voilà, c'est un truc de jeu vidéo, mais voilà, ça explique un peu ça, quoi. D'accord. Et du coup la particularité de cette épée, c'est que ça arrive à partir du 3. Donc en fait le 3, c'est dans la chronologie des Devil May Cry, c'est le premier. C'est là où Dante est le plus jeune. Et donc en fait pendant cet épisode il y a Dante et Vergil qui s'affrontent au sommet d'une tour, et Vergil gagne à ce moment-là, et en fait il plante l'épée
de Dante dans Dante. Du coup, il y a du sang qui coule sur l'épée. Et en fait, quand il y a le sang de Dante qui rentre en contact avec l'épée, ça révèle le pouvoir intégral, le pouvoir démoniaque intégral de Dante. Donc ça le fait devenir un vrai démon, quoi. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le Devil Trigger dans le jeu. En gros, c'est un état qui est limité, mais qui te fait devenir plus puissant et qui fait en sorte que tes attaques soient plus puissantes. Du coup, c'est très pratique. Et dans le 5, c'est vraiment abusé, parce il libère le Sin Devil Trigger et devient un démon encore plus puissant. Du coup, c'est vraiment la particularité de cette épée. Voilà. Et après, du coup, en jeu, on le ressent, et après dans les cinématiques aussi. Du coup, Dante maîtrise très très bien cette épée. Et en plus, le petit bonus, c'est qu'elle a vraiment de la gueule. Voilà. Ah, ça sera sûrement important. Je pense que dans notre classement tout à l'heure, il y aura sûrement une partie sur l'esthétique et la beauté des objets qu'on a proposés. Je pense, parce qu'en plus, après des recherches que j'avais fait, normalement elle apparaît que dans le 2, mais dans mes souvenirs elle y est dans le 1, sauf qu'elle n'est pas du tout mise en avant. Après, c'est de l'épée de son père qui est mise en avant, mais elle y est aussi. Voilà. Mais voilà, donc pour mon premier objet, la rébellion de Dante. D'accord. Alors à moi, pour mon deuxième objet, je vais partir sur un autre anneau. Comme ça, on va faire les anneaux. Un anneau, je pense, bien plus connu. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous dans les ténèbres, les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. C'est l'anneau unique de Sauron. On est toujours sur de la citation là. Oui, écoute, ces anneaux, ils ont des citations. Encore, je t'épargnerai la citation qui est notée. Enfin, c'est une partie de la citation en fait qui est notée, mais sur l'anneau. Mais je t'épargnerai de la donner en elfique. Oui, c'est vrai. Parce que je sais pas lire l'elfique, moi non plus. Donc du coup, c'est noté sur l'anneau. Donc l'anneau unique qu'on voit dans la saga du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. On le voit la première fois du coup en 2001 dans le Seigneur des Anneaux. C'est l'anneau de Sauron. Donc qu'il a perdu. Et en fait, du coup, c'est un anneau qui permet de contrôler les autres anneaux qu'il a donnés aux autres peuples, c'est-à-dire aux nains, aux elfes, aux hommes. Donc il a plusieurs pouvoirs. Il permet notamment de rendre son porteur invisible. Ensuite, il contrôle les autres anneaux et il a une sorte de volonté propre. En fait, il veut retourner à son propriétaire, donc à Sauron. C'est que dès que quelqu'un le porte, en fait, ça va appeler Sauron. Donc Sauron saura où il est. Et du coup, il pourra envoyer les cavaliers noirs, les Nazgûl, aller chercher l'anneau. Donc, écoute, il est plutôt puissant, il est plutôt classe aussi. Et il va corrompre en fait aussi le cœur du porteur de l'anneau. C'est ce qui arrive du coup à Gollum, qui était avant. Oui. Il était, je sais plus quel, un homme de la rivière ou un truc comme ça. Et à force de le porter pendant des centaines d'années, du coup, il est devenu Gollum. Quoi. Et c'était un hobbit? Non, c'était ou ça c'est que dans les films. C'était un homme. C'est pas un hobbit exactement, il me semble. C'est un autre peuple qui ressemble entre les hobbits et les hommes, d'après ce que j'avais compris. C'est parce que je me rappelle. Ok. Voilà, je me rappelle plus trop. D'accord. Donc, et du coup, il a été corrompu. C'est ça. Il corrompt vraiment le cœur des hommes. Mais ça se voit aussi dans le. Donc, je pense que le premier film est sorti en 2001. Ça fait 19 ans. Ils sont ultra connus, donc dans le premier film, il corrompt aussi le cœur de Boromir. Oui. Qui est joué par Sean Bean. 006. Par 006, tout à fait. Donc, par Sean Bean, donc du coup, qui va trahir et mourir, comme souvent. Souvent, Sean Bean trahit et meurt. C'est vrai. C'est vrai, là, je me rends compte des derniers films que j'ai vus, c'est lui et... alors, je sais plus ce que c'est en français, mais Patriot Games avec Harrison Ford. Et dedans, il
Jeu il de joue guerre, non un... Ouais, voilà, c'est ça. Il joue un anarchiste qui trahit encore. C'est ça. Bah oui, souvent. Donc voilà. Donc c'est celui-là mon film. Après, bah forcément, là pour le coup, je vous conseille vivement de regarder Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit si vous ne les avez pas vus. Très grande saga. Il y a une version aussi de... Je crois que c'est Ralph Bakshi du Seigneur des Anneaux. En dessin animé, non ? Ouais, voilà. Oui, il y a une version de dessin animé. Alors du coup, j'avais pas vu cette version-là. J'ai vu que les versions de Peter Jackson. Moi, je l'avais vu, du coup, parce que j'aimais bien Ralph Bakshi. D'accord. Du coup, voilà. Enfin, mais du coup, il y a l'anneau dedans. C'est au cas où. Oui, bah oui. Faire le raccord. Bah après, l'anneau, il y est tout le temps. Enfin, c'est le... Là, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment le but, c'est de récupérer l'anneau et de le ramener dans la montagne du destin pour le détruire. Dans le Hobbit, en fait, c'est plus un objet qui est trouvé par Bilbo. Et au départ, en fait, il a pas il a un pouvoir de rendre son porteur invisible, mais c'est tout. Parce que dans les bouquins, Bilbo est sorti avant. Donc, du coup, Bilbo trouve un anneau qui permet de le rendre invisible, qui va l'aider dans sa quête avec les nains, dans Bilbo, pour aller pour aller récupérer le trésor sous la montagne avec les autres nains. Alors que du coup, dans Le Seigneur des Anneaux, il devient l'objet principal, d'accord ? Et du coup, il devient l'anneau de Sauron. Enfin, il est déjà, mais on apprend en fait que c'est l'anneau de Sauron, que c'est l'anneau de pouvoir qui contrôle les autres anneaux, et que du coup, Sauron est revenu. On pensait qu'il avait été battu. Il est revenu et il cherche à récupérer son anneau pour récupérer la totalité de ses pouvoirs. Ah oui. Donc il faut détruire. Ah oui, alors que dans la trilogie, et j'imagine les livres, on sait pas que ça appartient. Enfin, c'est pas que ça appartient à Sauron. Dans Le Seigneur des Anneaux, mais pas dans le Hobbit. En fait. Oui, voilà. Le Hobbit est sorti avant. Et c'est plutôt une version de livre pour enfants en fait. On est dans le même. D'accord. Ok. Et après, c'est plus un objet magique. Voilà. Enfin, quelconque entre guillemets. C'est ça. D'accord. Okay. Donc là, c'est un objet magique et maléfique. Oui. Oui, du coup, oui. Parce qu'après, même dans les films, on voit qu'ils courront, même Bilbo. C'est ça. Quand Bilbo, ils Frodon à Foncombe, je crois. Enfin, c'est quand c'est ça. C'est ça, il essaye de le. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et pour ça que Gandalf en a peur et veut pas le toucher parce qu'il sait que ça pourrait le corrompre. D'accord. Voilà, ça c'est mon deuxième objet, mon anneau. Après j'en ai fini avec les anneaux. Ah d'accord, ok. Après on passe sur les bagues. Ok. À ton tour. Bon. Alors moi je vais vous parler donc de l'épée de l'eau qui est présente dans Prince of Persia, l'âme du guerrier, donc qui est le deuxième épisode de la saga reboot de Prince of Persia. Le premier est sorti en 2002, il me semble. Ou 2000. Ouais, non, 2002. Non, 2003, je crois. 2003. Et après, là, du coup, celui-là est sorti en 2004. Et après, il y a sa suite en 2005. Donc, l'épée de l'eau, c'est la dernière et 7e épée principale qu'on peut récupérer dans le jeu. Donc, elle est utilisable uniquement si on récupère les 9 upgrades de vie qui sont disséminés un peu partout dans le jeu. En gros, c'est des sortes de fragments que tu insères dans le... Parce que le prince, il a un médaillon en fait qui lui permet de voyager dans le temps, enfin de repartir dans le temps, enfin, oui, de remonter le temps de quelques secondes. Et du coup, en fait, ces fragments dans le jeu, ça nous permet juste d'avoir plus de vie, ce qui est très pratique. Et du coup, il y en a 9 qui sont cachés dans le jeu, où c'est en général, il faut passer des pièges assez dangereux et tout. Donc si tu arrives à avoir les 9, tu ouvres la chambre du sablier qui est plus ou moins qu'on parcourt, qu'on croise plusieurs fois dans le jeu, mais du coup à la fin on retombe dessus, et du coup si on a les 9 upgrades, la chambre s'ouvre et du coup il y a l'épée de l'eau, du coup on peut la récupérer, et ça nous permet aussi de débloquer la vraie fin du jeu, celle où du coup, le prince affronte le Dahaka parce que du coup, l'épée de l'eau, elle est
très puissante parce que elle tue quasiment tous ses ennemis en un coup. Et du coup, elle peut battre. C'est la seule arme qui est capable, enfin dans la mythologie de Prince of Persia, qui est capable de battre le Dahaka. Voilà. Du coup, elle possède toutes les autres habilités des autres armes, comme les coups chargés ou détruire certains murs friables qui sont dans le jeu. Sauf qu'elle est, enfin, voilà, elle est vraiment très puissante. On l'utilise pas souvent, enfin on l'utilise pas longtemps, pardon, parce que du coup on l'a vraiment à la fin, donc en fait le plaisir de l'avoir, c'est vraiment parce que tu sais que tu vas faire la vraie fin du jeu. C'est celle qui est prise en compte dans le 3e épisode, parce que le 3 il se passe juste après le 2, du coup. Quand le prince revient à Babylone, il part de l'île du temps et il revient à Babylone chez lui, et il revient du coup avec Kaelina, donc l'impératrice du temps, et du coup c'est cette fin-là qui est prise en compte dans le droit. Donc voilà, parce que si on récupère pas l'épée de l'eau, en fait on affronte Kaelina, mais Kaelina meurt, et du coup on tue même pas le Dahaka, en fait on fuit juste l'île du temps, et voilà. Donc voilà pour mon deuxième objet, l'épée de l'eau, qui est elle est très puissante parce qu'elle peut quand même battre le Dahaka. Voilà. Oui, quand même. Donc voilà. D'accord. Ok, alors à mon tour, du coup, moi je vais parler d'un lasso. Voilà. Alors c'est le lasso magique d'Estia. Et c'est le lasso de Wonder Woman. D'accord, ok. Voilà. Donc du coup, qu'on voit dans le film Wonder Woman, du coup, qui est sorti en 2016, le Wonder Woman 1984, qui est le deuxième volet, devait sortir en 2020, et puis pour des raisons que tout le monde connaît, voilà, ça s'est décalé, et puis du coup, on l'aura pas au cinéma en 2020, et on l'aura pas du tout en 2020. Du coup, ce lasso, donc c'est un lasso indestructible, et Estia, c'est une divinité, donc c'est pour ça que Wonder Woman peut le possède, et du coup, il lui permet d'attacher les gens avec son lasso, généralement. Et en fait, les gens qui sont attachés avec le lasso sont obligés de dire la vérité. C'est-à-dire que ça agit comme un sérum. Oui, il s'agit comme une sorte de sérum. En fait, dès que les gens sont attachés par le lasso ou touchent le lasso, en fait, ils sont obligés de dire la vérité. D'accord. C'est pas mal, je savais pas, tiens. Voilà. Et après, elle s'en sert comme un lasso, enfin comme une arme pour attaquer les gens, ou pour se défendre, ou pour s'accrocher, enfin comme des lassos normaux. Oui. Voilà. D'accord, oui, ok. Et après, alors oui, du coup, il brille aussi. Il est plutôt classe. C'est une sorte de brillant doré. Donc, quand il est activé, là, c'est plutôt classe. Donc voilà. Et une arme. Et puis pour une fois, là, du coup, c'est une arme portée par une femme. Une arme magique portée par une femme. Et pas n'importe laquelle, parce que Wonder Woman est plutôt forte. Et petite anecdote, le créateur de Wonder Woman, et donc du lasso, alors, il faut que j'essaie de me rappeler comment il s'appelle. Il s'appelle William Moulton Marston. Ouais, William Marston, donc. Il a aussi, en fait, il me semble, en fait, qu'il a aussi contribué à créer alors, je ne vais pas retrouver le nom. Le détecteur de vérité. Atoll, d'accord. Oui, il était quand même. Il était axé sur. Je sais pas si c'est un lien. Après, alors, du coup, il disait que quand il a créé, c'était plus une allégorie de charme féminin. D'accord. Donc voilà. Parce que ceux qui avaient été capturés étaient forcés d'obéir à leur propriétaire. D'accord. D'accord. Et voilà. Donc c'était une arme plutôt puissante, plutôt stylée, qui est utilisée avec classe par Wonder Woman. C'est vrai. D'accord. Ok. Bon, mais du coup, à moi pour mon troisième objet. Oui. Alors moi, je vais vous parler. C'est moins féminin, du coup, c'est les lames du chaos qui sont utilisées par Kratos dans God of War. Ah ouais. Donc les lames du chaos, donc elles sont portées par Kratos, donc le fantôme de Sparte, donc dans la saga God of War.
Donc à la base, elles sont fabriquées par Arès, le dieu de la guerre. Donc les lames, en fait, elles se composent de chaînes qui sont accrochées genre au bout du manche, en gros. Et en fait, ces chaînes, elles s'enroulent autour des bras du porteur, donc lui rappelant la servitude envers Arès. Et en fait, elles peuvent être, ces chaînes, une fois qu'elles se sont enroulées autour du porteur, elles peuvent être enlevées uniquement par Arès lui-même, ou alors à la fin du temps de servitude du porteur. Mais en général, voilà. En général, si tu sers Arès, Il n'y a pas de fin. Voilà. Il n'y a pas de fin, voilà. Sauf pour Kratos, du coup, mais qui fait l'objet du coup de God of War. Donc ces chaînes, elles peuvent s'étendre en fait à une distance infinie, c'est-à-dire quand tu les lances, enfin pas dans le jeu en lui-même, c'est-à-dire quand tu joues, tu as une certaine distance, mais on le voit dans certaines cinématiques. Enfin d'ailleurs la première qu'il y a dans God of War, on voit Kratos qui lance ses chaînes et ses lames en fait pour couper la tête d'un chef barbare. Et en fait, il les lance très très loin, mais c'est pour dire qu'en gros, il peut les lancer à une distance infinie et après les récupérer pour s'en servir après comme arme classique, on va dire. Donc pour ça, je trouve ça assez classe. Donc les lames du chaos, du coup, elles génèrent du feu à chaque utilisation. Du coup, ça crée des dégâts de feu. Ça fait cramer les ennemis, quoi. Et du coup, donc ces lames du chaos, donc elles sont utilisées dans God of War Ascension, Chain of Olympus, un épisode PSP, et le remake, reboot entre guillemets de God of War 2018. Et dans le 2 et le 3, il utilise c'est la même utilisation en général, sauf qu'il n'y a pas de feu. Donc, mais c'est les lames d'Athéna et les lames de l'exil. Mais c'est par rapport à des choses qui se passent dans le jeu, mais c'est juste après elles ont un design un peu moins démoniaque, on va dire. Mais dans l'idée, ça reste les mêmes armes. Voilà. Du coup, voilà pour cette arme mythique en fait. Parce que dès qu'on voit ces armes-là, on pense direct à Kratos et à la destruction en fait. Donc voilà pour les lames du chaos. Ok, oui, ça semble des armes puissantes et du coup effectivement j'ai très peu joué à God of War et je les connais. Donc, ça. Voilà donc pour mon troisième objet. Ok. Alors à moi pour le quatrième objet, et là on va changer un peu d'univers, on va passer du coup dans l'univers des sorciers. Pour de la magie, c'est plutôt pas mal en fait d'avoir des sorciers. Donc forcément on pense à sorcier quand on pense à magie. Du coup je me suis dit on va parler de l'univers d'Harry Potter. Et tant qu'à faire, on va parler de la baguette la plus puissante, d'après ce qui est la baguette de Suro, qui est une baguette du coup dans la mythologie d'Harry Potter qui a été créée au XIIIe siècle, et que nous on ne voit que en 2001 dans le premier film Harry Potter. Le premier film est sorti. Et donc après, du coup, on la voit dans tous les films Harry Potter et on la voit aussi dans les spin-offs qui sont les Animaux Fantastiques, donc des événements qui n'impliquent pas Harry Potter parce qu'ils se passent bien avant sa naissance, mais qui sont dans le même univers et où on retrouve des personnages qu'on connaît déjà. Donc du coup, sur les détenteurs, il y a dans les Animaux Fantastiques, il y a Grindelwald. Dans la saga Harry Potter, dans les 8 films Harry Potter, il y a Dumbledore qui l'a, il y a celui dont on ne prononce pas le nom, Voldemort, même Harry la porte à un moment. D'accord. Pas longtemps, mais c'est lui qui en devient le détenteur pendant un court instant dans les films. Voilà. Et donc du coup, elle est plutôt puissante. Alors, en termes de construction, elle est censée être en bois sombre, donc dans le sureau. Et elle contient un crin de queue de Sombral, qui est un animal fantastique qui existe dans Harry Potter. Et elle a en fait une équivalente qui est la baguette d'Harry, en fait, parce que quand Harry récupère lui sa baguette, c'est Voldemort qui possède cette baguette-là, et elle se
enfin, de mémoire, c'est ça. J'espère que je dis pas de bêtises, mais de mémoire, c'est ça. Donc, du coup, elles se ressemblent. Ces baguettes. Et voilà, du coup, après, c'est une arme très puissante. On peut... elle rajoute encore de la puissance au sorcier qui la porte. Oui, par rapport à sa maîtrise en magie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Après, voilà, parce que les sorciers, eux-mêmes sont puissants. Puis après, c'est la baguette, en fait, leur sert de catalyseur de leur puissance. Mm. Ouais, et D'accord, elle ok. catalyse bien. Ok. Ouais. Et donc, du coup, dans les films, alors de mémoire, on va faire plein de choses. Hein. Ça va être, quand Dumbledore s'en sert, il peut juste faire des trucs rigolos, ou réparer des objets, ou faire apparaître différentes choses. Mais après, elle peut donner la mort, quand c'est ce Voldemort qu'il utilise, jusqu'à donner la mort. Ouais. Donc c'est une baguette plutôt puissante. Bref, en tout cas, c'est la baguette a priori la plus puissante de l'univers d'Harry Potter. Ouais, du coup, oui, logiquement. Après, ça dépend qui la porte, mais là, c'est un fait, quoi, qu'elle est quand même... Voilà. Là, du coup, dans les porteurs que j'ai cités, il y a... C'est que des sorciers puissants. Oui, genre Harry et Dumbledore, et oui. Voilà. Dumbledore, c'est peut-être le sorcier le plus puissant à ce moment-là. Voldemort, c'est le méchant sorcier le plus puissant. Donc, voilà. On est sur... Oui, c'est sur pas du n'importe qui peut la porter non plus. Voilà. A priori, en plus, normalement, c'est la baguette qui choisit son porteur. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié ça. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Donc pour ton 4e objet. C'est ça, mon 4e objet. Ok. Moi, du coup, pour mon 4e objet, donc qui est alors The Ancient Sword, enfin l'épée ancienne. D'accord. Donc qui est présent dans Shadow of the Colossus, donc le 2e jeu de la trilogie du créateur Fumito Ueda. Donc le premier, il y a eu Ico. Le 2e, c'est Shadow of the Colossus. Et le 3e, c'est The Last Guardian. Qui n'ont pas vraiment de rapport enfin, il y a des rapports entre... il y a des rapports narratifs entre certains épisodes, je ne vais pas dire lesquels pour pas trop spoiler, mais après il y a quand même des trucs communs vu que c'est le même créateur. Enfin, il y a des... au niveau de l'ambiance et tout, et de la poésie du truc, il y a des trucs communs. Mais du coup, donc dans Shadow of the Colossus, donc on joue un garçon qui s'appelle Wander. Donc c'est lui qui utilise l'épée. En fait, cette épée à la base, elle fut utilisée pour enfermer Dormine, qui est un démon extrêmement maléfique. Et donc il a été enfermé dans les Forbidden Lands, donc les terres interdites. Et du coup, en fait, Wander, il vole cette épée dans le but d'utiliser en gros le pouvoir de Dormine pour sauver sa fiancée Mono, parce que en fait sa fiancée elle est tombée dans le coma, et en fait on voit au début du jeu en fait il l'amène dans du coup les Forbidden Lands, et en fait il est guidé par une voix, on sait pas trop qui c'est, on sait pas trop ce qu'on fait là. Du coup c'est la voix de Dormine, donc le démon, et du coup en fait après on doit aller affronter les colosses pour logiquement sauver notre fiancé. Et du coup cette épée elle a un pouvoir qui est du coup de rassembler la lumière et d'indiquer et en fait ça fait une sorte de faisceau lumineux et ça indique l'emplacement des colosses. Et du coup ça indique l'emplacement des colosses, et ça indique quand on se bat contre les colosses, ça indique le point faible des colosses, là où en fait où il faut monter et arriver à aller à cet endroit pour frapper avec l'épée le colosse pour pouvoir le tuer. Donc c'est un élément de gameplay du jeu, et puis ça fait partie aussi de l'histoire de l'histoire, enfin de l'histoire du jeu. Donc voilà, pour cette épée qui en apparence n'est pas très elle paraît banale, mais du coup elle permet quand même de tuer un colosse, quoi. Oui, du coup c'est quand même pas mal. Du coup voilà, pour cette épée, pour ce 4e objet qui est une épée. D'accord.
Alors, à mon tour pour mon dernier objet. Et du coup, mon dernier objet est un marteau. Et c'est le marteau de Thor. Il s'appelle le Mjolnir. Qui est un marteau issu du coup des dieux nordiques, ou de Thor. Ouais. Mais là qu'on voit, nous, du coup, dans les films Marvel, avec Thor. Et du coup, le marteau ne peut être porté que par celui qui en est digne. Et celui qui en est digne détiendra les pouvoirs de Thor. Et du coup, donc, il y a plus ou moins, pas vous gâcher, mais a priori, il y a plus ou moins que Thor qui peut porter ce marteau. Il y a un autre personnage qui porte le marteau dans l'ensemble de tous les films du Marvel Cinematic Universe, mais je vais peut-être pas vous le dire maintenant si vous l'avez pas vu. Si vous n'avez pas vu ces films, je vous encourage à les voir. Alors les films Thor sont pas forcément, enfin, ils sont assez inégaux. Le premier est assez classique, comme une sorte de tragédie grecque. Le deuxième est pas terrible. Le troisième, ils ont essayé de relancer l'univers de Thor en partant sur quelque chose de beaucoup plus rigolo avec le réalisateur. Je sais pas qui c'est qui a fait. Son nom ne me revient plus, évidemment. Le 3, ouais, il est vraiment plus dynamique. C'est ça. Alors, Thor Ragnarok, et c'est réalisé par... je ne vais pas trouver, hein. Si. Ah, voilà, par Taika Waititi. Je vais y arriver. Aucune idée de qui c'est. Bah écoute, c'est un super réalisateur, il fait des films plutôt cool, donc il a fait du coup Thor Ragnarok, il a fait Jojo Rabbit, qui est aussi un film extraordinaire. Mais bon, c'est pas le sujet, là, le but c'est de parler du marteau de Thor. Donc le marteau lui permet de voler. Il peut du coup... en fait, le marteau lui permet soit de construire, soit de détruire. Donc il s'en sert souvent comme une arme. Donc il lui permet de voler. Il revient toujours à son propriétaire, c'est-à-dire que où qu'il soit dans la galaxie, hein, on est sur la galaxie là, oui. Quand Thor l'appelle, le marteau vient à lui. Alors oui, il met un peu plus de temps selon où il est. Voilà, il vient à lui. Il vient à lui en ligne droite. Il ne s'inquiète pas de savoir ce qu'il y a sur son passage. Il détruit tout ce qu'il y a pour pouvoir venir. D'accord, ok. Voilà. Il peut aussi... Pas sur du subtil. Hein, ouais. Non, c'est ça. Du coup, alors, pour le coup, j'aime moins le Thor 2. Mais il y a justement un moment où en fait, Thor... Il y a un truc où ils peuvent passer de monde en monde. Et du coup, Thor se bat et en fait, il passe sur Terre sur d'autres planètes. En fait, il appelle son marteau. Mais comme quand il est sur Terre, il appelle le marteau, donc le marteau part d'un point, il commence à venir sur Terre, et puis comme Thor part dans une autre planète, le marteau est obligé de virer d'un coup et repartir dans l'autre sens. Voilà. Il y a toute une scène rigolote comme ça où le marteau il sait pas trop où il va, quoi. Parce que Thor il fait que bouger sur n'importe quelle planète, donc c'est assez rigolo. Il permet aussi de canaliser la foudre, parce que du coup Thor c'est le dieu des éclairs et du tonnerre, donc il lui permet de canaliser la foudre et de pouvoir s'en servir pour rebalancer la foudre sur ses ennemis. Donc une arme plutôt puissante dont je possède une réplique chez moi. Oui, un détail important. Un détail important, ah oui. Notre classement. Voilà. Ah oui, et du coup aussi, comme je dis, il n'y a que Thor qui peut le porter parce qu'il faut en être digne. Et c'est-à-dire que quand il est posé par terre, quand il est posé n'importe où en fait, Thor peut le soulever sans problème. Mais sinon, les autres ne peuvent pas le soulever. C'est-à-dire qu'il a une sorte de poids infini et que personne ne peut le soulever. Il y a, dans Avengers l'ère d'Ultron, il y a une sorte de concours entre les différentes Avengers parce que personne ne croit que c'est possible. Et en fait, Iron Man essaie de le soulever en utilisant toute la puissance de son armure. Il n'arrive pas à le faire bouger. Ils s'y mettent à deux avec War Machine, ça ne marche pas non plus. Qui est-ce qui essaye d'autre alors, pas dans cette scène, mais Hulk, à un moment, essaye de soulever le marteau et il reste bloqué au sol, alors que c'est quand même un des Avengers les plus puissants, les plus costauds. Voilà. Il n'y a que, dans cette scène-là, il n'y a que Captain America qui arrive à faire vaciller un tout petit peu le marteau. Voilà. D'ailleurs, ça inquiète un peu Thor. Donc voilà, donc c'est une arme plutôt puissante. Et voilà mon dernier objet, ma dernière arme magique. Ok. Oui, attention, j'ai oublié de dire que
du coup, elle a été créée par Odin. Et par... alors, il y a un nain, une sorte de nain forgeron, alors qu'il y a un nain géant, ce qui est assez ridicule, qui me fait beaucoup rire, du coup. Et qui crée des armes, les armes magiques dans l'univers de Thor. Donc, elle a été créée par Odin et ce nain géant, dont j'ai oublié le nom. Donc, c'est pas n'importe qui les créateurs. Oui, du coup, c'est reste. Oui. Ok. D'accord. Du coup, pour ton 5e objet, du coup, moi, je vais vous parler, du coup, pour mon 5e et dernier objet, de la Soul Edge, donc qui est présent dans les jeux la Soul Edge, du coup, et la saga de jeux Soul Calibur ensuite. Soul Edge, c'est le premier qui est sorti sur PS1, et ensuite, on a eu les Soul Calibur. Alors cette épée, donc au départ, la Soul Edge, c'était une épée, on va dire, ordinaire qui fut forgée par un forgeron inconnu. Mais à la suite de nombreux bains de sang, en fait, elle devient démoniaque. Et en elle, il y a une sorte d'âme malfaisante qui se crée et qui opère et qui apparaît sous le nom d'Inferno. Et du coup, alors Inferno, c'est un personnage qui apparaît dans Soul Calibur 1, 2 et 3. Dans le 5, en tant que costume pour Cervantes, qui est un personnage, c'est un pirate qui se fait avoir par la Soul Edge aussi, mais juste en tant que costume. Et dans le 6, il revient en tant que personnage débloquable. Et du coup, par contre, pour revenir à la Soul Edge, donc ceux qui prennent en main en fait la Soul Edge, ils sont incapables d'échapper à sa malédiction. Et en fait, l'esprit maléfique qui est présent dans l'épée, en fait, il s'immisce dans l'hôte, enfin dans celui qui porte l'épée. Et en fait, ce qui permet de reconnaître Soul Edge, c'est qu'il y a un œil, c'est une très très grosse épée à 2 mains, et il y a un œil qui est au milieu, enfin pas au milieu de l'épée, mais juste tout en haut de la garde, juste avant la lame. Voilà, c'est un œil vivant en plus. Donc voilà, donc c'est une bonne ambiance aussi. Donc il y a ça, et en fait du coup Soul Edge, c'est une dévoreuse d'âme. Oui, c'est ça, donc c'est une dévoreuse d'âme, et en fait seuls ceux qui ont un mental entraîné en fait peuvent la contrôler. Et en fait dans les jeux, ça se traduit par le fait que ceux qui tiennent cette épée, en fait ils sont beaucoup plus forts et ils peuvent drainer de la vie de leur adversaire, mais du coup ça en fait des zombies, c'est-à-dire qu'après ils sont totalement corrompus. Et en fait cette sorte de malédiction, ça s'appelle la manifestation dans le jeu. Donc il y a pas mal du coup de personnages jouables qui sont plus ou moins touchés par la Soul Edge. Donc il y a ceux qui en sont totalement serviteurs, comme Cervantes, comme j'ai dit, qui est un pirate, qui a d'ailleurs une épée pistolet qui est super classe, mais bon, c'est pas le sujet. Et du coup, donc lui à un moment, du coup, il se fait avoir par le pouvoir de la Soul Edge. Du coup, en fait, il devient une sorte de pirate zombie assoiffé de sang. On a ensuite Siegfried, qui est à la base un chevalier, un peu le chevalier servant, chevalier blanc, tout ça, et du coup il se fait avoir et il devient Nightmare. On a aussi Voldo, mais lui, c'est carrément une victime du Soul Edge. Et ensuite, tu as d'autres personnages qui en fait, ils ont un fragment du Soul Edge en eux. Mais ils ont un tout petit fragment et ils le gardent en fait pour tester leur propre pouvoir, mettre à l'épreuve leur propre pouvoir à eux. Comme Mitsurugi, qui est une sorte de samouraï ronin, et Rock, qui est dans mes souvenirs, c'est une sorte de barbare qui a un gros marteau aussi, mais qui n'a rien à voir avec Thor. Mais voilà. Donc pour la Soul Edge, en gros, qui est une épée maléfique qui corrompt son porteur. Mais qui est très puissante et qui a son équivalent, mais dont je ne parlerai pas là, peut-être dans un épisode 2 sur ce thème, mais voilà. Tu fais du teasing en plus pour un épisode 2. Voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà pour mon 5e et dernier objet. Voilà, alors
Si on refait un petit récapitulatif, on a l'anneau de Green Lantern, l'épée Rébellion, ou Rébellion, je sais pas trop, l'anneau unique, l'épée de l'eau, le lasso d'Estia, la lame du chaos, la baguette de Suro, Ancient Sword, Mjolnir, le marteau de Thor et Soulhead. Très bien. Voilà. Du coup, on peut passer à la partie 2. Five. Alors, du coup, dans cette partie 2, on va commencer par l'affrontement entre l'anneau des Green Lantern et Et la rébellion. la rébellion. Alors, voilà. Et là maintenant, on n'a pas réfléchi à sur quoi on pouvait se baser. Enfin si, on pouvait avoir le style, peut-être la puissance de l'arme, le porteur aussi. Peut-être que si c'est une épée, ou si c'est une arme du bien ou du mal, ça peut jouer. Voilà. Alors, ouais. Peut-être les contreparties de son porteur aussi. Parce qu'on a des armes qui du coup vont peut-être affaiblir, rendre plus fort son porteur ou le corrompre. Voilà. Donc ça peut être à prendre en compte. Alors voilà. Pour la rébellion, du coup, Dante, c'est un démon, mais c'est un démon qui chasse les démons. Parce que du coup, il est démon par son père, mais sa mère est humaine. Et il a choisi, contrairement à Virgile, d'éradiquer tous les démons de la Terre. Enfin, tous les démons, on va dire. Parce qu'en fait, il a une agence qui s'appelle la Devil May Cry, du coup. Et en fait, il reçoit des coups de fil. Et s'il y a des gens qui lui disent, il y a des démons chez moi. C'est un peu le Ghostbuster. C'est ce que j'allais dire, quoi. C'est le Ghostbuster des démons, quoi. Voilà. Donc dans les deux, c'est ça. Et du coup, la rébellion, c'est une... en fait, c'est vraiment la manifestation physique. C'est vraiment il est pas vraiment méchant. Après, il devient démon. Mais c'est son pouvoir maléfique qui revient, mais en aucun cas on le voit tuer des innocents, ou c'est pas son but, quoi. D'accord. Il peut paraître un peu bizarre, mais après c'est par rapport après, genre, il est prétentieux, tout ça, mais après ça c'est dans le caractère de Dante, mais il n'est pas méchant comme Virgile. D'accord. Oui, ça c'est pas par rapport au caractère de l'arme. Non, voilà, c'est ça. Alors du coup c'est compliqué quand même, hein. Je sens que ça va être compliqué ces votes là. Et niveau puissance, il bat quand même quelques... il tue des démons, et il bat son frère. Il bat des démons ultra puissants. Niveau puissance, je pense qu'il tâte un peu, quoi. Ouais, après la puissance de l'anneau, tu peux créer virtuellement tout ce que tu veux, quoi. Tout ce que le porteur arrive à imaginer, tu peux le créer, quoi. Ouais, c'est ce que je me demandais, si sur l'anneau, si à un moment, genre, il s'en est servi pour battre, je sais pas, des... Je sais plus qui bat dans le film, franchement je me rappelle plus de ce qui se passe dans le film, quoi. Mais il doit aller dans l'espace, dans le film, pour prendre des races extraterrestres, et en fait il peut créer virtuellement tout ce qu'il veut. Il faut juste qu'il ait l'imagination pour le faire. Et donc c'est par rapport au porteur. Voilà, c'est lié au porteur. Après, il y a quand même ce problème de le fait qu'il doit être rechargé, quoi. Là, c'est vrai sur que pile, c'est quoi. Ouais, c'est ça. Donc peut-être que ça va être ça qui va lui faire, qui peut lui faire perdre des points, quand même. Après, on peut en rajouter une couche, mais du coup, quand il y a le sang de Dante qui est sur la rébellion, du coup, ça le rend encore plus fort. Après, ouais. Après, je pense qu'en termes de puissance, même si elle est sur batterie, là, c'est l'anneau, s'il est sur batterie, il faut qu'il recharge avec la Green Lantern, enfin la lanterne verte. Je pense qu'en termes de puissance, elle est beaucoup plus fort, quoi, parce que virtuellement, tu peux tout faire, quoi. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai que tu peux quand même aller dans l'espace. Donc, je sais pas trop, quoi. Après, c'est vrai que en plus, les Green Lantern, ils opèrent à un niveau cosmique. C'est ça. Du coup, on va peut-être la mettre. Ouais, du coup, c'est peut-être ça qui va. Ouais.
Ouais, allez, Mais on va là faire en ça premier, enfin en première. en tout cas par rapport à l'épée. Voilà. Donc du coup, on va rajouter une autre épée maintenant. L'épée de l'eau. Elle est moins puissante, je pense, que la rébellion, parce que je pense que Dante bat le Dahaka. Je pense que s'il y avait un crossover, je pense que Dante, parce que Dante il peut pas mourir, à part par un démon, enfin par son frère en fait, hein. Mais sinon il peut pas mourir, et encore parce que moi il se fait battre par Vergile, son frère, et du coup ça le fait devenir encore plus démoniaque en fait. D'accord. Donc je pense par rapport à l'épée de l'eau, Du coup, on met je en pense dessous. la mettre en dessous déjà. Enfin, Voilà. Vu que pour l'instant, il n'y a que 2 trucs, donc mais c'est pour l'instant, plutôt ça va. facile. Ok. Alors, par rapport à l'anneau unique. Ah, c'est pas pareil là. C'est pas les alors- mêmes critères du coup. Là, c'est pas les mêmes critères. Mais bon, du coup, l'anneau unique, on voit pas tant que ça dans les films le pouvoir qu'il peut donner à Sauron. On sait qu'il est puissant, etc. Sauron, mais je pense que, en termes de classe, il est ultra classe, l'anneau unique. Et puis, quand il est dans le feu, il y a des inscriptions qui apparaissent en elfique. Il a vraiment un grand pouvoir, et puis il corrompt le cœur des gens, parce que c'est Sauron qui l'a créé en fait en cachette des autres anneaux qu'il a donnés aux hommes, aux nains et aux elfes. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que son pouvoir en fait il est un peu plus pervers dans le sens où il peut détruire des peuples, mais sans force physique en fait. C'est ça. En fait, il va obliger les gens peut-être à se battre, et à pour garder l'anneau, Oui, pour pouvoir oui, c'est ça arrive entre tous les peuples, et ça a failli arriver entre Frodon et Sam. Voilà. Donc j'avoue que du coup son pouvoir il est puissant, mais ouais. Donc voilà. Mais en tant qu'arme, par exemple, ça reste une arme magique, mais en tant qu'arme pour faire des dégâts physiques rapides, tu vois, ou de protection, il fait pas grand chose, quoi. C'est un anneau, quoi. Bon, c'est pas... Mais ça contrebalance avec le fait qu'il quand même j'avoue qu'il a un pouvoir qui est invisible en fait. C'est ça. Enfin, Il a un pouvoir invisible. Il rend invisible aussi, accessoirement. Il a un pouvoir invisible. Oui. Là, en fait, la question, c'est une arme de l'esprit. Oui, voilà. C'est ça. Contre une arme. En tout cas, les 2 épées que toi tu as citées, c'est des armes vraiment. Oui, parce que la physique. de Green Lantern, c'est l'esprit aussi. C'est une arme aussi de l'esprit. Mais, Voilà. Esprit physique, du coup. C'est ça. Alors, du coup, est-ce qu'on va mettre cette arme de l'esprit au-dessus déjà des armes qui font vraiment des dégâts physiques? Voilà. Est-ce qu'on le met au-dessus de la rébellion et de l'épée de l'eau? Et après, on verra en termes des combats entre anneaux. Je pense qu'en termes d'objectivité, je pense qu'il faut la mettre au-dessus des épées. Je pense, même si moi je préfère quand même la rébellion, parce qu'elle est vraiment ultra classe. Mais après, je pense qu'en termes de... Objectivement, qui est quand même un des mots fer de lance de notre émission, je pense qu'il faudrait le mettre au-dessus. Donc on le met au-dessus des... Au moins au-dessus de la rébellion. Après, entre les 2 anneaux, je sais pas, je pense que je mettrais on va dire par préférence subjective pour basculer. Je pense que je le mettrais au-dessus parce que j'ai plus d'attache envers l'heroic fantasy en général, plus que... Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut pas laisser gagner Green Lantern, en fait. C'est ça. Je pense qu'il y a... En tant que... La justice. Respect de l'œuvre et de... Parce que du coup, pour le coup, Green Lantern, alors, j'en ai pas lu tant que ça, mais c'est plutôt bien, en fait, comme comics. Et il y a des vraies histoires, des trucs, par rapport au film qui en est sorti... Même Ryan Reynolds, qui est l'interprète principal, il s'en moque. Même lui, il sait que dans Deadpool, il s'en moque. Il s'en moque beaucoup, quoi. Voilà. Du coup, du coup, on a mis l'anneau unique en premier. Alors là, comment ça... On a du lourd qui arrive aussi. On a les lames du chaos. Alors les lames du chaos, avec l'aide de Kratos, mais
elle tue quand même des dieux. Voilà, c'est ça. Là, on est sur un truc où on tue des dieux, quoi. Donc, Alors non, elle tue pas Zeus parce que c'est Kratos qui le tue avec ses poings. oui, parce que c'est Mais- trop facile d'utiliser une arme. Au mieux tuer à main nue. Voilà, c'est non, oui. Mais en vrai, voilà, elle tue quand même. Alors je me rappelle plus vraiment, mais attends, je me rappelle. Déjà, elle tue Arès, qui est le dieu de la guerre, parce qu'après, voilà, enfin, il se rebelle, on va dire Kratos. Du coup, il devient lui-même un dieu. Après, voilà, il tue des créatures mythologiques comme l'hydre à un moment. Dans le premier, on le voit, le premier boss, c'est une hydre. Enfin, oui, c'est ça, une hydre à 3 têtes, oui, c'est ça. Voilà, enfin, il s'en sert vraiment. Elles sont balèzes, quoi, parce que c'est comme une arme créée par un dieu à la base. Donc, Et oui, c'est ça que. niveau puissance, Bah, je pense que, ouais, niveau puissance, du coup, déjà, alors ça va. après, entre Dante et Kratos, je sais pas. Hein, parce que. Là, j'avoue, c'est un duel au sommet, hein, comme on dit. Ouais, alors après, c'est Mais, compliqué, là, tu vois, les armes peuvent pas vraiment s'affronter. C'est vrai. Mais je me dis que, tu vois, c'est un peu. Si elle est créée par des dieux, en même temps contre l'anneau de Green Lantern, je pense que ça doit pouvoir aussi détruire ce que crée l'anneau de Green Lantern. On peut pas forcément résister. C'est vrai. Je me dis que. Ouais, Enfin, j'avoue que. après, peut-être que c'est mon interprétation, j'en sais rien. Il y a peut-être des spécialistes qui ont déjà réfléchi à des combats, débattus là-dessus. En tout cas, est-ce qu'elle est physiquement la plus forte? Est-ce que les lames créées par des dieux seraient plus fortes que des objets matérialisés par les anneaux des Green Lantern? En fait, moi, j'ai quand même envie, le côté créé par un dieu, en termes de magie, parce que du coup, on a quand même armes et on a magique quoi, dans le truc. Donc, en termes de magie, on est quand même... je pense qu'on est dans le haut du panier de la magie, quoi. Oui, non, c'est vrai. Oui, ce sont pas. Voilà, c'est pas non plus n'importe quoi. Après, contre oui. l'anneau unique, En plus- il y a un élément qui est... c'est que l'anneau unique, il est comme... Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je sais plus. Une sorte de volonté propre, en fait, de retrouver son maître. Voilà. C'est vrai. Alors que les autres, pas forcément, en fait. C'est presque une personne. C'est pas... les autres, c'est juste des objets. Donc, du coup, par son indépendance, ouais, je pense qu'il faudrait laisser. Après, voilà, je pense que le combat, il est entre les lames du chaos et l'anneau unique. Mais parce que l'âme du chaos, quand même, ça a été créé par des dieux, c'est quand même bon. Après, on a d'autres objets créés par des dieux, donc, Oui. qui arrivent. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, peut-être mettre les lames. Ouais, du coup, oui, les lames du chaos en deuxième. En deuxième, allez, c'est parti. Ouais, j'avoue que. Allez, c'est parti. Oh. Ouais, j'avoue, parce qu'en plus, ouais, il s'en sert vraiment pour battre. Enfin, vraiment, c'est. Pour battre des dieux, ouais, du coup, non, c'est vrai que c'est. Alors, encore une arme créée par des dieux, là, mais cette fois, c'est le lasso d'Estia. Alors, je pense qu'il est moins puissant que Oui, les lames je du pense chaos. qu'il est moins puissant. Enfin, après, je sais pas trop, c'est. Parce que bon, si c'est juste dire la vérité. Je pense qu'il a l'air, il me semble qu'il doit être indestructible, quelque chose comme ça. Ou en tout cas très difficilement. Je crois, on le voit pas se faire détruire dans les films. Après, dans les comics, j'en sais rien. Oui, en termes d'armes et machin, je pense qu'il va, même s'il a été créé du coup par un dieu, je pense qu'il va plutôt bas finalement, ce lasso. Ouais. Du coup, je l'aurais plutôt mis tout en bas en fait. Pour le coup, il est vraiment Oui. magique dans le sens où il dit la vérité. Enfin, il fait dire la vérité. Et ce côté volonté. Enfin, pour le coup, c'est vraiment magique. Plus, je pense que l'épée de l'eau. D'accord. Donc du coup, tu l'aurais mis entre Pour le côté magique. entre Rébellion et l'épée de l'eau. Ouais, je pense. Enfin, après, je préfère l'épée de l'eau. Bah, Évidemment. écoute, moi, je pense qu'on peut le mettre. C'est sympa. Ouais, on peut le mettre en bas, ouais. on le met tout en bas et puis voilà. Je pense que ça va en fait. Parce que c'est une arme, machin, mais c'est pas une arme des plus puissantes. Tu vois, on a des armes créées par des dieux comme les lames du chaos, ou après on aura Mjolnir, là, le marteau, et qui sont vraiment plus puissantes. Quoi. Oui, c'est sûr. Alors, maintenant on a
Ancient Sword, c'est ça la lame, l'épée ancienne. Ouais, l'épée ancienne. Alors, l'épée ancienne. Du coup, elle. Du coup, ouais, en gros, elle. Elle indique. Ouais, Alors, elle indique. elle est pas spécialement. En fait, elle est puissante dans le sens où elle montre les points faibles des colosses et du coup, elle est comment dire, elle est puissamment D'accord. précise. Voilà. Et du coup, elle indique en fait vraiment l'emplacement. Au moins, tu sais où frapper pour tuer ces colosses qui n'ont rien demandé à personne. Là, comme ça, moi, par rapport à ce que tu dis et ce que tu en as dit tout à l'heure, je l'aurais mis soit en dessous de l'anneau de Green Lantern. Après, je sais pas, est-ce que c'est au-dessus ou en dessous de Rébellion? En dessous. Enfin, moi, je préfère. Donc en dessous, entre. Oui, non, Et alors, par rapport à l'épée de Rébellion. l'eau, est-ce que le. Alors, qu'est-ce qui est plus fort entre le Dahaka ou les colosses? Les colosses, je pense le Dahaka. Parce que les colosses, ils sont forts, mais ils sont déjà très lents. Et puis à la base, ils sont même pas. En fait, quand on les affronte, en fait, ils font juste entre guillemets se défendre. Ils font juste que se défendre en fait. À la base, ils sont pour la paix et ce genre de choses. Alors que le Dahaka, vraiment, il est dans un élan de punition, quoi. Enfin, D'accord. Un Du élan coup, je l'aurais mis entre l'épée de l'eau et le lasso d'Estia. Oui, ça se tient. Ça se tient pour au niveau de leur utilité, leur puissance. Je pense qu'ils se valent, à leur échelle et dans leur monde, mais. Alors, du coup, maintenant, on va rajouter la baguette de Suro. Ouais, c'est. Oui, le Suro, c'est quoi? bois. C'est du bois. C'est un arbre. D'accord. Parce que quand je le vois écrit tout à l'heure, moi je crois que c'est un gars, c'est un magicien ou un créateur. C'est la matière dont elle est faite, quoi. Elle est en bois de sureau avec ce que j'ai dit tout à l'heure, là, une plume de sombral. Oui, ok. Alors là, j'en ai aucune idée parce que honnêtement, Harry Potter, j'ai dû voir. Je crois que je les ai tous vus sauf le set 1 et 2, enfin les deux parties, mais après je me suis pas vraiment intéressé. J'en ai aucune idée. J'imagine que du coup elle est quand même puissante. Oui, elle est puissante, elle est, Mais si elle est après, tenue par des magiciens qui sont puissants. Mais est-ce qu'elle est Voilà, c'est ça, est-ce qu'elle est vraiment puissante en elle-même ou ça dépend quand même Ah oui, pas elle est mal quand même du puissante en porteur. elle-même, mais je pense qu'il faut être un magicien puissant pour pouvoir la contrôler. Parce que tu vois, comme je dis, c'était un catalyseur des pouvoirs du magicien. Okay. Mais elle aussi, elle est puissante. Enfin, si t'es pas un magicien aguerri ou assez puissant, parce que tu vas pas réussir à la contrôler, soit tu pourras rien faire du tout, soit du coup ce que tu feras, ça sera en dessous de ce que tu as envie de faire, parce que tu la maîtriseras pas, quoi. D'accord. Je sais pas par rapport à l'anneau. On va commencer directement. Par rapport à l'anneau, je sais pas. En fait, là, l'anneau, j'ai l'impression qu'il va être un peu indéboulonnable sur notre truc parce que il a ce pouvoir sur les esprits, tu vois, et ça nous paraissait plus puissant en fait que la force physique pure. Après, je pense que Kratos issu des dieux. Je pense qu'il a vraiment. Je pense que c'est pareil. Si on est vraiment sur la force pure du truc, ou même, je veux dire, dans leur volonté, qui est quand même un des synonymes de la magie. Du coup, je pense que. Enfin, après, Kratos est vraiment. En plus, il utilise des armes magiques. Il n'utilise pas que les lames du chaos. En plus, il utilise de la magie aussi. Mais après, par rapport à l'anneau de Green Lantern. Je pense que l'anneau de Green Lantern est plus fort, quoi. Parce qu'au final, ça permet de faire de la magie aussi. Enfin, tu vois, c'est le même principe que tu peux faire apparaître ce que tu veux, faire un truc. Je
Je dirais que c'est quand même c'est plus fort, ça, comme on a dit tout à l'heure, il y a un niveau cosmique. Après là, du coup, par rapport aux épées, Rébellion et l'épée de l'eau ou l'épée ancienne, je sais pas, je pense que ça va dépendre beaucoup du porteur aussi. Ouais. Ouais, Alors, tu voilà, vois, sur les porteurs, on va dire les deux porteurs principaux qu'on voit dans les films, il y a Dumbledore et Voldemort. Dumbledore est très puissant, hein, c'est censé être le magicien le plus puissant sur Terre. Plus fort qu'Harry, du coup. Oui, largement plus fort qu'Harry. D'accord, ok. Non, c'était pour, ok. Et Voldemort va aussi être un des plus puissants. Bon, après, Voldemort, objectivement, il essaye de tuer un seul gars, il n'y arrive pas, il a du mal à prendre, avec son équipe de méchants, là, il a du mal à annexer un collège, quoi. Ouais. Donc bon. Ouais. Alors, il est fort, hein, il est charismatique. C'est ce que j'allais dire en enfin, plus. c'est plutôt un bon méchant, enfin je l'aime beaucoup comme méchant, quoi. Mais si on regarde les faits en face, tu dis bon bah concrètement là il y a des super magiciens et ils ont du mal à prendre un collège, quoi. Un peu ridicule. J'avoue que oui, dit comme ça, oui. En fait, j'étais en train de penser, parce que pour tuer Dante, Bah oui, c'est un démon quand même. Parce que, Donc, parce que même la magie. donc, Oui, voilà. Et en plus, oui, ça ça, fait plus un tu peu le blesses, l'effet plus il d'un fait Hulk, mal. hein. C'est-à-dire que plus tu lui fais mal, plus il y a son pouvoir démoniaque. Donc après, j'allais dire par rapport au prince, parce que l'épée de l'eau, c'est juste porté par le prince de Perse, quoi. Mm. Donc il reste un humain. Ouais, peut-être qu'il faudrait le mettre entre Rébellion et l'épée de l'eau. Ouais, je pense, ouais. Ok. Parce que, ouais, voilà. Parce que je pense quand même qu'il bat Wonder, quand même. Qui est juste un garçon de son village qui a juste volé une épée. Donc bon, Ok, bah alors je vais la mettre là. pas de commentaires sur le lasso apparemment. Non, je pense que le lasso, on pose pas de questions. Ouais. Bah, je veux dire, si, après tu peux donner des coups de lasso pour il perde sa baguette, quoi. Mais bon. Oui. Ouais, ça dépend encore du porteur. Ouais, voilà, ça dépend un peu du porteur, quoi. Et alors, je pense que effectivement, athlétiquement et sportivement, Wonder Woman, elle défonce Voldemort et Dumbledore, quoi. Oui. Ouais, je veux dire, s'ils font une course à pied, déjà pour respirer, on sait toujours pas comment il fait. Voldemort, il a pas de nez. Donc il doit respirer que par la bouche, ça va être super chiant. Non, je veux dire, s'ils font des Jeux Olympiques, les différents porteurs des anneaux, des armes qu'on a, ouais, je pense que Wonder Woman, elle gagne facile, en fait. Enfin, sinon, après, il y aura Thor qui va être vachement bon. Il y en a qui sont des dieux ou des demi-dieux ou des équivalents de dieux. Voilà. Après, sur l'anneau unique, si on parle de Frodon, en termes de randonnée et de longue distance, il est pas mal. Voilà, parce qu'on est quand même. C'est vrai. Parce que concrètement, j'aime beaucoup aussi, j'aime plus que beaucoup d'ailleurs le Seigneur des Anneaux, mais c'est quand même l'histoire de gars qui font de la rando pendant 3 films, quoi. Ils font que marcher pendant 3 films, quoi. C'est vrai. Alors, dans les endroits désagréables. C'est vrai que ils sont assez forts là-dessus, quoi. Niveau marche, ouais. Bon bah du coup on l'a ouais. posté là, et non, il ne reste que 2, donc il nous reste Soul Edge. Soul Edge, du coup c'est une épée très maléfique, du coup qui est, je pense, pour le côté corruption du porteur, elle doit être au même niveau, je pense, qu'un anneau unique, parce que en fait ceux qui rentrent en contact, parce qu'en fait, l'un des buts principaux l'un des arcs narratifs des jeux Soul Calibur, c'est vraiment le duel entre la Soul Calibur du coup et Soul Edge. Et elle a été créée, je sais plus, tu m'as dit, elle a été créée par qui, Soul Edge? Par un forgeron inconnu. C'est ce qui est écrit dans la base de données. Après, oui, c'est pas un dieu, c'est pas un truc. Non, il est pas connu, quoi. Enfin, ceux qui l'apportent dans les jeux, donc en général c'est soit Nightmare ou Nightmare Siegfried, c'est pas eux qui l'ont créé, quoi.
c'est un truc qui est beaucoup plus ancien. Ok. Donc, Ouais, du coup, je sais pas trop. Ouais. En termes de... après, voilà, c'est une arme très puissante, même. C'est une arme à deux mains, un truc, c'est un peu genre dans l'Heroic Fantasy, une arme vraiment. Bah, Un peu dans l'esprit du coup de de l'arme de Cloud dans FF7, là, la grande épée. Un peu dans cet esprit-là de grande épée d'accord. Bah, qui dépasse totalement la personne, mais sauf qu'elle est beaucoup plus épaisse et c'est. alors, du coup, en termes de corruption, parce que du coup, tu parlais de corruption, on était plutôt sur les effets psychologiques de cette arme. Alors, je pense qu'elle reste quand même en dessous de l'anneau unique. Parce qu'il corrompt tout ce qu'il y a autour de lui, quoi. Enfin, même, parce que tout le monde le convoite, etc. Même, du coup, même quand tu le touches pas, t'as envie, quoi. Mais par rapport à l'âme du chaos, est-ce que en termes... Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que parce que du coup il y a un Soul Calibur qui est sorti sur PSP, je crois que c'est Broken Swords, où du coup on peut jouer Kratos. Enfin du coup dans le sens où Kratos, enfin du coup dans l'univers de Soul Calibur, et bon déjà parce qu'il il avait des armes blanches, du coup vu que Soul Calibur c'est un jeu où tu utilises que des armes, c'est pas un jeu de combat style Tekken. C'est un jeu où tu utilises des armes, du coup bon ça rentre dedans, mais du coup dans la mythologie on va dire que du coup, il y a Nightmare et Kratos qui peuvent potentiellement s'affronter. Du coup, ça les met, on va dire, je pense que c'est pour essayer d'aider dans le classement que je dis ça. Et du coup, mais qui gagne? Tu vois, qui gagnerait? Parce que là, ça dépend forcément du joueur, mais... Ça dépend du joueur. Du coup, moi, je l'aurais mis... Après, j'ai pas joué, mais après, peut-être dans... non, ça dépend, parce que je pense qu'il doit y avoir un arc narratif où il y a Nightmare qui gagne et un autre qui Je Kratos. pense que je l'aurais mis vraiment en deuxième, en dessous de l'anneau unique. Parce qu'il a ce côté arme très puissante, Oui. Et il a Oui, voilà, il a la cette volonté propre en et fait, le côté ça. corruption. Donc, Oui, c'est vrai. Parce que du coup, il a pas corrompu que Nightmare, enfin, du coup, quand j'ai voilà, dit ça, mais il corrompt que son porteur. Il y en a beaucoup, donc... Alors que l'anneau unique, en fait, il va corrompre le oui. porteur et tout le monde va le désirer. Enfin, tu vois, c'est... Et puis à cause de l'anneau... Oui, il corrompt son porteur, mais du coup, il force son porteur à quand même drainer l'énergie, à faire en sorte que le porteur devienne une sorte de zombie. Oui, après, tuer... l'anneau unique, il est un peu... Enfin, c'est pas des zombies, mais il a un peu ce pouvoir-là, quoi. Les gens deviennent... ils sont sous son pouvoir, oui, et du coup, le pouvoir de Sauron, quoi. Et à cause de lui, du coup, il y a en deuxième. Les hommes, les nains, les elfes se sont battus. Donc ouais, je pense que c'est pas mal en deuxième, c'est bien. Non, alors, ça, et le dernier, ça va être Mjolnir, le marteau de Mm. Thor. Alors, créé par des dieux, ou des quasi-dieux, en termes d'armes de puissance plutôt pas mal. Et là, on est plutôt sur l'inverse. Enfin, ça corrompt pas son porteur, mais au contraire, son porteur doit être digne de le porter. Voilà, digne de le soulever, plutôt. D'accord, Voilà, il doit ça avoir peut l'esprit être, pur. Et du coup, même Thor peut pas le porter tout le temps. Il y a des moments où il n'y arrive pas parce qu'il est plus digne de porter son marteau, quoi. Donc, Ah oui, c'est vrai. Donc c'est plutôt, plus ou moins l'inverse en fait du truc. C'est-à-dire là, il y a... Alors, du coup, un autre fait intéressant, il me semble. Ah non, je crois que c'est c'est à la fin de God of War. Parce que Odin, c'est un dieu du tonnerre aussi. Odin, c'est le... Ou pas? Oui, c'est le dieu des dieux, entre guillemets. Enfin, c'est celui qui. En tout cas, c'est celui qui crée le marteau. Ouais. Il me semble que c'est lui qui crée le marteau. Parce que du coup, oui, c'est ça. Parce qu'à la fin. C'est le père de Thor. Oui. Parce qu'à la fin, on le voit pas, mais à la fin du God of War 2018, il y a un mec qui tape à la porte de la cabane de Kratos et son fils, et c'est Odin. Mais... Donc, d'accord. Mais du coup, on voit le marteau. A priori, s'il tape à la porte, c'est plutôt pour lui demander un truc et pas pour venir le taper, quoi. Je sais pas, parce qu'au début du jeu, il y a aussi un mec qui tape à la porte. Ah d'accord. Ils sont polis. Ils sont polis. Les gens sont polis. Je tape à la porte, je veux te tuer, mais je détruis pas ta maison. Oui, dans la mythologie, ils sont... Enfin, du moins nordique, ils sont polis. Il y a quand même un respect. C'est ça, non, c'est important. Respect de la cabane. Donc, mais du coup, c'est bien beau de dire ça. C'est pour dire que je pense que si les deux devaient s'affronter,
ce serait serré, quoi, vu que c'est un dieu, Kratos, à la fin du 1. Après, du ouais. coup, Thor, qui est du coup le porteur principal, c'est le dieu du tonnerre. Il est quand même vachement puissant. Bon, quoi que si Kratos aussi. Bon, alors du coup, on est sur le trio de tête. La question, c'est est-ce que Mjolnir va rentrer dans le trio Ouais. ou pas. Ouais. Voilà. Je pense que l'anneau unique il va rester au-dessus. Oui, je pense que ouais. L'anneau est sous l'edge aussi, parce que du coup, Voilà. sous l'edge, il y a alors, ce côté corruption, en fait. alors, du coup, est-ce qu'on met en avant justement l'inverse sur Mjolnir et le côté du coup, Ouais, j'avoue, le il y a porteur ça, doit ça. être digne. Oui, j'avoue, c'est vrai que... C'est pas mal ça. Ouais. C'est pas mal. Ouais, je pense que c'est ce qui va le faire gagner. Ouais. Enfin, en troisième position. Ok. Et ben voilà. Du coup, on a notre classement. Alors, du coup, bien, je te laisse relire le classement dans l'ordre. Tu es Oui. sur le document. Alors, oui, c'est bon. Alors, donc, en première position, on a l'anneau unique, donc, du Seigneur des Anneaux. En deuxième position, on a la Soul Edge de Soul Edge et Soul Calibur. En troisième position, on a le Mjolnir dans Thor, et 2 Thor. Trois Thor. En Il y a quatrième 3 position... Thor. Hein Il y a 3 films Thor. Enfin, oui, Plus. 2 Thor, mais je veux dire, qui appartient à Thor. Ah, 2 Thor, pardon. Oui, voilà. Oui, voilà. Donc le Mjolnir, donc, qui appartient à Thor. Les Lames du Chaos de Kratos de la série God of War en quatrième position. L'anneau de Green Lantern en cinquième position. En sixième position, on a la rébellion de Dante dans Devil May Cry. En septième position, pardon, on a la baguette de Suro de la saga Harry Potter. En 8e position, on a l'épée de l'eau, qui est présente dans Prince of Persia, l'âme du guerrier. En 9e position, on a l'Ancient Sword, ou l'épée ancienne, qui est dans The Shadow of Colossus. Et en 10e et dernière position, le lasso d'Estia, qui est dans Wonder Woman. Voilà pour la fin de ce classement. Donc je pense qu'on peut passer aux recommandations et à l'annonce du sujet suivant. Alors, du coup, pour le sujet suivant, alors avant d'annoncer le sujet suivant, ce qu'il faut dire, c'est que là, normalement, si tout va bien, comme on l'a dit au début, on est le 30 décembre. Peut-être que vous l'écoutez plus tard, mais en tout cas, il sera diffusé le 30 décembre, ce podcast. Et on s'est dit que pour recommencer l'année, sur 2021, tout à l'heure, on allait vous parler de nos... On allait trouver un vaccin pour le Covid. C'est ça. Voilà, donc, et donc sur les trucs plus réalistes, on allait essayer du coup, déjà on va recommencer le 6 janvier, donc c'est-à-dire la semaine prochaine. Voilà, comme ça on va commencer sur la semaine 1. Dès la semaine prochaine, vous pourrez écouter un nouveau podcast. Et un podcast dont le thème sera les véhicules terrestres. On est moins magique là. Oui, c'est ça, on est moins magique. Alors après, il peut y avoir des véhicules terrestres magiques, il peut y avoir... Alors, du coup, ce qu'on s'était déjà dit sur les véhicules terrestres, donc ils peuvent rouler, ils peuvent voler, mais proche du sol. Alors, le but, c'est qu'ils ne puissent pas aller... aéroglisser ou voilà. planer. C'est ça. Le but, c'est qu'ils n'aillent pas dans l'atmosphère ou qu'ils n'aillent pas dans l'espace. Ça sera l'objet d'autres podcasts sur d'autres types de véhicules. Et donc même après, je pense qu'on s'était dit, c'est qu'on va faire des véhicules terrestres, on fera d'autres véhicules qui volent, des véhicules qui vont sur l'eau, des véhicules qui vont dans l'espace. Et à un moment ou à un autre, on fera même un podcast pour savoir quel est le meilleur type de véhicule parmi les véhicules qu'on vous a proposés dans les podcasts d'avant. Alors, voilà, on prendra le meilleur de chaque et on essaiera de faire comme on fait là, mais avec les meilleurs, avec l'élite. C'est ça, l'élite des véhicules. Mais donc, là, la prochaine fois, c'est seulement les véhicules terrestres, le 6 janvier. Voilà. Et peut-être on va passer à nos recommandations. Oui. Je te laisse recommander. Voilà. Alors, du coup, pour une fois, je ne vais pas recommander quelque chose de soit à lire, soit à regarder, soit à manger, à écouter ou à manger. Je vais plutôt vous recommander, en fait, quelque chose qu'on a beaucoup dit,
cette année, en fait, et qui nous a... Les événements de cette année nous ont permis de faire ça, c'est d'aller, du coup, dans les petits commerces et dans les librairies. Ouais. Et donc, du coup, je vais parler de ma librairie, la librairie dans laquelle je vais, donc, parce qu'on habite dans le Var et j'habite à Toulon. Et du coup, je vais dans la librairie qui s'appelle la librairie Falba, et donc qui est tenue par Bruno Falba, qui, entre autres, de tenir une librairie, il a une galerie, il est scénariste de BD, il fait beaucoup de choses, et c'est toujours un plaisir d'aller chez lui pour discuter avec lui de BD, pour lui demander des conseils. À chaque fois que j'ai demandé des conseils sur des BD en disant en fait j'ai envie de lire quelque chose de nouveau, tu connais mes goûts, propose-moi quelque chose, il est toujours tombé juste. Donc voilà, allez dans vos librairies, trouvez une librairie près de chez vous, échangez avec le libraire, parce que ce sont des vrais passionnés. En tout cas, moi, la librairie dans laquelle je vais, c'est un vrai passionné. Et les deux, puisqu'il y a du coup... il a une vendeuse aussi, et ils sont de vrais passionnés. Ils s'y connaissent très très bien. Voilà, donc ils pourront mieux vous conseiller, vous aurez une vraie relation avec eux. Et du coup, vous ne serez que mieux servi. Voilà ma recommandation. D'accord, une jolie recommandation du coup. Du coup, je vais passer sur un peu moins classe, j'avoue. Mais c'est un livre peut-être qu'on peut trouver dans ces fameuses librairies. Du coup, c'est une autobiographie d'une personnalité, je pense, aimée par vraiment beaucoup de gens. C'est la seule qui est disponible. Ça, c'est la seule qui a été écrite. C'est Omake Books qui a les droits, c'est la maison d'édition Omake Books qui a les droits en France. Donc c'est l'autobiographie de Jackie Chan qui s'appelle Ne jamais grandir. Et du coup, ça relate toute la vie incroyable de Jackie Chan. Incroyable parce que par rapport aux choses qui lui arrivent, mais même par rapport aux choses qui lui arrivent, du fait que c'est une autre époque. Oui. C'est vraiment un truc d'un autre temps. Oui, pour le coup, je l'ai lu aussi, et tu m'as passé ce livre-là. Oui, quand il est petit, c'est d'une autre époque, oui. Ouais, voilà, ou quand il est petit, ou même à un moment, quand par exemple, pour donner un exemple, à un moment, il parle du fait que il commençait vraiment à devenir une star en Chine, et du coup, il avait beaucoup d'argent, et du coup, il sortait dans les bars, et en fait, il savait pas lire ni écrire. C'est-à-dire qu'en fait, il avait appris à se battre, à chanter, à danser, à faire des chorégraphies et tout, mais dans cette école, on n'apprenait pas à lire ni à écrire, et du coup, quand il regardait les tickets de caisse, en fait, juste, il dépensait son argent sans savoir ce qu'il avait écrit, en fait, parce qu'il savait pas. Du coup, voilà, ça fait partie. Et après, et c'est vraiment plus tard, qu'il a appris à lire et à écrire, mais pendant beaucoup de temps, il a berné les gens, juste parce que, voilà, il y avait ça. Du coup, ça fait partie des trucs incroyables qui, maintenant, n'arrivent plus, en fait. C'est plus possible. Voilà. Et du coup, voilà, il y a ce genre d'anecdotes, ou même des anecdotes de tournage, où du coup, sur ces blessures aussi, qui sont... Jackie Chan, il est connu pour s'être blessé partout, en fait. Je pense qu'il n'y a pas un endroit où il s'est pas blessé. Il y en a des flippantes. Et du coup, voilà, il y a plein d'anecdotes sur ça. Il y en a des ultra flippantes de blessures. Ouais, voilà. Mais sans trop révéler le contenu du livre, quand même. Mais voilà. Du coup, voilà, donc c'est ma recommandation, vraiment. Je sais plus combien il y a de pages, c'est assez long, mais du coup, c'est quand même... ça se lit bien, hein. Franchement, ça se lit plutôt bien. Voilà, c'est fourni, quoi. C'est quand même... Ouais. Voilà, ouais. C'est pas inintéressant non plus, c'est pas trop pompeux, en mode... il raconte pas... Non, en plus... vraiment, tout est intéressant. Sa philosophie de vie, etc., et comment il en est arrivé là, et ce qu'il représente, parce que nous, on a une vision occidentale européenne de qui est Jackie Chan, mais en Asie, c'est quasiment un dieu, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il a été connu, en fait, d'abord en Chine, et après, il est venu aux États-Unis, et ensuite, on a connu, nous, par le biais des films américains, et après, on a pu accéder à sa filmographie chinoise, mais voilà. Du coup, voilà. Donc, pour ma recommandation, Jackie Chan, Ne jamais grandir.
Et du coup, c'est la fin de ce podcast. Et on s'était dit, comme c'est aussi la fin de l'année, on allait peut-être faire une sorte de vœux pour ce podcast. Voilà. En disant qu'est-ce qu'on allait changer peut-être l'année prochaine, oui, sur les bonnes recommandations. Alors, nous, on va essayer de suivre. Parce que généralement, les recommandations qu'on a, on les suit pas souvent. Mais peut-être d'avoir un meilleur son avec des nouveaux micros. Enfin, un nouveau micro, surtout le mien. Oui. Voilà, d'essayer d'avoir une meilleure communication aussi, pour être plus visible et pour que vous puissiez plus partager ce qu'on fait. Voilà, je sais plus trop ce qu'on s'était dit d'autre en fait, mais... Dans l'idée, déjà ça, et même si après, ceux qui nous écoutent, ils veulent... qu'ils n'hésitent pas à nous faire des retours sur les sujets qu'on pourrait aborder ou même notre manière de nous exprimer, ou des choses qui pensent qu'on pourrait améliorer pour eux en fait. Pour vous, c'est ça. Mais toujours dans la bienveillance et la bonne humeur, ça qui est important pour nous. Voilà. Eh bien écoutez, du coup, on vous souhaite une bonne fin d'année. Et on peut vous dire qu'on se retrouve... alors comme vous voulez, soit on se retrouve mercredi prochain, soit on se retrouve l'année prochaine. Donc bonne année quand même. Bonne année. Nul mal n'échappe à mon regard, que tous ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des green lanternes.